Imaginez la scène. Les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance militaire de l'histoire de l'humanité, déploient leurs forces navales dans le détroit d'Ormuz. Les porte-avions sont en position. Les amiraux font leurs déclarations. La Maison-Blanche bombarde ses communiqués de victoire. Et pendant ce temps, les pétroliers iraniens passent tranquillement, le signal de localisation allumé, comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'y avait pas de blocus, comme si la superpuissance américaine n'était tout simplement pas là. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas une métaphore. C'est ce qui se passe en ce moment même dans le détroit d'Ormuz. Et ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous laisser sans voix, non pas à cause de la puissance américaine, mais à cause de son absence totale de crédibilité sur la scène internationale. Bienvenue sur BN de Crypte. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Parce que ce que nous allons décortiquer aujourd'hui est l'une des histoires les plus stupéfiantes, les plus humiliantes et les plus dangereuses de la politique étrangère américaine récente. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Voici les faits. Voici la réalité. Et voici ce que l'administration Trump ne veut pas que vous sachiez. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui était censé se passer? Le scénario officiel de Washington était le suivant. Les États-Unis allaient imposer un blocus naval sur les ports iraniens, couper les flux commerciaux maritimes de Téhéran, exercer une pression économique maximale et forcer l'Iran à venir s'asseoir à la table des négociations en position de faiblesse totale. C'était le plan, c'était la promesse, c'était la communication officielle du commandement central américain, le CENTCOM. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Selon les données maritimes disponibles, des données que n'importe qui peut consulter, que les journalistes consultent, que les analystes consultent, au moins 8 navires ont quitté le détroit d'Ormuz lors du premier jour du blocus américain, parmi lesquels 6 navires iraniens ou liés à l'Iran. Dans l'autre sens, au moins 9 navires sont entrés dans le détroit d'Ormuz, dont 3 navires iraniens ou liés à l'Iran. Relisez ces chiffres. 8 navires sortent, 9 navires entrent. Et l'amiral Brad Cooper, commandant du CENTCOM, publie une déclaration affirmant, textuellement, que le blocus a été pleinement mis en œuvre et que les forces américaines maintiennent la supériorité maritime dans le Moyen-Orient. Il ajoute que depuis le début du blocus, soit environ 36 heures auparavant, les forces américaines ont complètement stoppé le commerce économique entrant et sortant d'Iran par voie maritime. Complètement stoppé. C'est ça le problème avec la propagande. Elle fonctionne jusqu'au moment où la réalité décide de se montrer. Et là, ça devient embarrassant. Parce que pendant que l'amiral Cooper publie sa déclaration triomphante, un super pétrolier non iranien, un navire capable de transporter 2 millions de barils de brut, blacklisté par l'Office of Foreign Assets Controls américain pour violation des sanctions contre l'Iran, entre tranquillement dans le pays via le détroit d'Ormuz. Son signal de localisation AIS allumé, complètement visible. Pas de tentative de dissimulation, pas d'évitement. Le navire, baptisé Rich Starry, selon les données de suivi des pétroliers, navigue comme si le blocus américain était une blague. Parce que, pour lui, c'en est une. Le site Tanker Tracker, qui fait exactement ce que son nom indique, il suit les pétroliers, a documenté tout cela en temps réel. Ce n'est pas une information obscure, ce n'est pas un scoop de journalisme d'investigation, c'est public, c'est visible. Et l'administration Trump publie quand même ses communiqués de victoire. Mais attendez, il y a encore plus révélateur dans ce désastre stratégique. L'Institut pour l'étude de la guerre, l'ISWE, une organisation d'analyse géopolitique respectée, s'est posé une question fondamentale. Ces navires qui passent le blocus font-ils partie d'exemptions accordées par l'administration Trump? Ou s'agit-il d'une démonstration pure et simple de l'incapacité américaine à faire respecter son propre blocus? C'est une question qui n'aurait pas dû se poser. Si vous avez la supériorité maritime, vous contrôlez qui passe et qui ne passe pas. C'est aussi simple que ça. Mais voilà que l'ISW doit demander si les navires iraniens qui ignorent le blocus américain le font avec la permission tacite de Washington. Si c'est une exemption, c'est une capitulation déguisée. Si ce n'est pas une exemption,
C'est une incompétence militaire monumentale. Dans les deux cas, l'image des États-Unis sur la scène internationale prend un coup dévastateur. Et il y a une troisième option, encore plus cynique. Les analystes ont documenté un schéma particulièrement révélateur. Un navire arrive dans un port iranien, charge sa cargaison, repart en direction d'Oman, un autre pays qui partage les rives du détroit d'Ormuz, et déclare qu'il part d'un port omanais, pas d'un port iranien. Et hop, le blocus ne s'applique pas. Parce que le blocus américain, dans sa formulation officielle, cible les ports iraniens, pas les ports omanais. C'est le genre de faille qui se voit à des kilomètres. C'est le genre de faille qu'un étudiant en première année de droit international aurait identifié en 30 secondes. Et pourtant, c'est le blocus que l'administration Trump présente comme une démonstration de supériorité maritime. Voici ce que personne dans les médias grand public n'ose dire clairement. Ce blocus est une fiction juridique et militaire. Et les Iraniens le savent, mais surtout ils le montrent. Les comptes de réseaux sociaux liés aux institutions iraniennes, y compris l'ambassade iranienne au Royaume-Uni, publient des mèmes, des caricatures, des images satiriques. L'une d'elles représente Donald Trump avec le titre Dan Zhu, une contraction iranienne de Sun Tzu, avec la légende « Si tu ne peux pas l'ouvrir, ferme-le encore plus fort », en référence directe à la situation du détroit d'Ormuz. D'autres images montrent les Houthis au Yémen chassant des porte-avions américains. Un compte lié à l'ambassade iranienne au Royaume-Uni a même posté, et c'est là où l'humiliation atteint un niveau proprement stupéfiant, des citations attribuées à la mère de Donald Trump, Mary Trump, avec la légende « Vous souvenez-vous de ça ? Les Iraniens se moquent non seulement de la politique étrangère américaine, mais de la famille même du président des États-Unis. » Et il y a encore ce tweet qui circule massivement sur les réseaux sociaux iraniens. « Je choisis la paix aujourd'hui. Ne réveillez pas le troll en moi. » En d'autres termes, vous êtes tellement insignifiant que nous n'allons même pas vous moquer sérieusement. C'est trop facile, c'est trop gênant. Si vous trouvez l'information sur Dope.bn Decrypt utile et que vous souhaitez accéder à des analyses encore plus approfondies, pensez à vous abonner maintenant et à activer les notifications. Nous publions régulièrement des décryptages de ce niveau sur les conflits et les dynamiques géopolitiques mondiales. La chaîne grandit et chaque abonnement nous permet de continuer ce travail. Cliquez sur le bouton « Abonnez-vous » et revenons à notre analyse. Maintenant, regardons la trajectoire des déclarations de Donald Trump lui-même. Parce qu'il y a quelque chose de fascinant et de profondément troublant dans la répétition obsessionnelle d'une même phrase. Le 6 février, ils veulent faire un accord, désespérément. Citation directe de Donald Trump. Le 2 mars, ils veulent faire un accord, désespérément. Le 16 mars, ils veulent faire un accord, désespérément. Le 24 mars, même phrase. Le 25 mars, même phrase. Le 1er avril, même phrase. Le 13 avril, même phrase. Et le 14 avril, lors d'un appel téléphonique avec Jonathan Karl d'ABC News, l'un de ses journalistes favoris, Trump répète encore « Oui, ils veulent faire un accord », tellement désespérément, 8 fois, la même phrase, en 2 mois et demi. Quand un président répète la même déclaration 8 fois en 70 jours, ce n'est pas de la conviction, c'est de l'auto-persuasion. C'est le langage de quelqu'un qui essaie de convaincre non pas ses adversaires, mais lui-même et son propre électorat. Lors de cet appel avec Jonathan Karl, Trump a ajouté « Je pense à prolonger le cessez-le-feu, mais je ne pense pas que ce sera nécessaire. Je pense que tu vas voir quelque chose d'incroyable dans les 2 prochains jours. » Il a également déclaré « Ça pourrait se terminer d'un côté ou de l'autre, avec un accord ou sans. Mais je pense qu'un accord est préférable parce qu'ils pourront reconstruire. Ils ont vraiment un régime différent maintenant. Quoi qu'il en soit, nous avons éliminé les radicaux. Ils ne sont plus là. » Et puis, la phrase qui résume tout le narcissisme pathologique de cette administration « Si je n'étais pas président, le monde serait en morceaux. » Cette déclaration mérite d'être répétée. Si je n'étais pas président, le monde serait en morceaux. C'est ça, le diagnostic clinique du narcissisme malin
dans toute sa splendeur. Pendant ce temps, J.D. Vance s'exprimait lors d'un événement organisé par Turning Point USA, dans un stade immense, devant quelques centaines de personnes, ce qui était en soi une image particulièrement symbolique. Et il tentait de vendre la même fiction sous un emballage différent. Il a déclaré « Ce que Donald Trump veut, c'est le grand accord, pas les petits deals, le grand accord. Et ce grand accord, c'est quoi? Si l'Iran s'engage à ne pas avoir d'armes nucléaires, nous allons faire prospérer l'Iran. Nous allons le rendre économiquement florissant et nous allons inviter le peuple iranien dans l'économie mondiale d'une façon qu'il n'a pas connue de toute sa vie. C'est le discours, c'est la vision. Et c'est exactement ce que disent les Iraniens eux-mêmes dans leurs propres analyses, que Washington ne négocie pas de bonne foi, qu'il pose des demandes unilatérales déguisées en offres de prospérité, et que derrière chaque proposition américaine se trouve l'influence de Benjamin Netanyahou et du lobby israélien. Nous y reviendrons dans un instant, parce que c'est là que le tableau devient vraiment complexe. Revenons d'abord sur ce que Maria Bartiromo de Fox News, que nous appellerons ici la chaîne de régime en question, a déclaré le 14 avril. Elle revenait d'une interview exclusive avec Trump et a confié à ses téléspectateurs « Je viens de quitter le président. C'était une excellente interview. Il a dit beaucoup de choses sur l'économie, sur la guerre en Iran, sur l'OTAN. Une chose que je vous laisse. Je lui ai dit « Monsieur le Président, vous parlez de la guerre comme si c'était du passé. Est-ce que c'est terminé ?» Il m'a répondu « C'est terminé. C'est terminé. L'Iran se moque. Les pétroliers passent. Le porte-avions fait le tour de l'Afrique pour éviter la mer Rouge. Et Trump dit que c'est terminé. Parlons de ce porte-avions, parce que c'est peut-être le détail le plus révélateur de toute cette histoire. L'administration Trump a déployé le groupe de combat du porte-avions George H.W. Bush dans la région. Mais pour atteindre sa destination, ce porte-avions, l'une des plateformes militaires les plus sophistiquées et les plus puissantes jamais construites par l'humanité, avec ses milliers de marins, ses avions de combat, ses systèmes de défense antimissiles, ne prend pas la route directe par la mer Rouge. Il fait le tour de l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Houthis, au Yémen, un groupe de miliciens iraniens, un proxy iranien, contrôlent suffisamment la mer Rouge pour que le Pentagone juge qu'il est trop dangereux d'y envoyer son porte-avions. Réfléchissez à la logique de cette situation. Le CENTCOM publie des communiqués affirmant avoir la supériorité maritime dans la région. Mais en même temps, son porte-avions prend un détour de plusieurs milliers de kilomètres autour d'un continent entier pour éviter une zone contrôlée par un proxy iranien dont les capacités militaires sont nettement inférieures à celles de l'Iran lui-même dans le golfe Persique. Si un porte-avions américain est trop intimidé pour traverser la mer Rouge à cause des Houthis, qu'est-ce que cela dit aux opérateurs de pétroliers commerciaux sur la crédibilité du blocus américain dans le détroit d'Ormuz? Qu'est-ce que cela dit aux analystes à Téhéran? Qu'est-ce que cela dit à Moscou, à Pékin, à Pyongyang? La réponse est simple et brutale. L'effet dissuasif américain s'est effondré. Pas partiellement, pas temporairement, structurellement. Pour comprendre ce qui se passe du côté iranien, et il est absolument crucial de le comprendre si on veut analyser correctement la situation, il faut écouter des voix iraniennes directement impliquées dans les négociations. Le professeur Seyed Mohammad Marandi, de l'université de Téhéran, était membre de la délégation iranienne lors des pourparlers au Pakistan. Il a ensuite voyagé avec cette délégation. Craignant pour leur sécurité, ils ont pris un train depuis la Russie pour rentrer en Iran. Et il a donné une analyse précise et détaillée de ce qui s'est passé dans les salles de négociation. Voici ce qu'il a déclaré, et il est important de citer ses propos directement. L'Iran ne va pas abandonner sa souveraineté. Il ne va pas abandonner ses droits en tant que pays souverain et indépendant. Et ce que Vance exigeait, il le faisait au nom du régime israélien. Soyons très clairs, la délégation américaine ne négociait pas au nom des États-Unis. Elle négociait au nom du régime israélien. Il poursuit. Il était clair que lorsque des progrès étaient réalisés à la table des négociations, après des appels téléphoniques et des discussions que Vance avait avec d'autres personnes aux États-Unis, les négociations changeaient de direction. Contrairement aux négociateurs iraniens qui avaient des mots pleine autorité pour négocier et prendre des décisions, il était clair pour les Iraniens que Vance n'avait pas cette autorité.
C'est une révélation fondamentale. Un négociateur qui doit constamment appeler ses supérieurs pour valider chaque concession n'est pas un négociateur, c'est un messager. Et on ne fait pas de diplomatie avec des messagers. Voici ce que le professeur Marandi dit sur ce que les Américains exigeaient à la table des négociations. Ce qu'ils demandaient, c'est que l'Iran abandonne son programme nucléaire pacifique. Et c'est tout simplement impossible parce que c'est un droit souverain de la nation iranienne. La révolution en Iran, il y a 47 ans, portait précisément sur la reconquête de la souveraineté et de l'indépendance. C'était une question de dignité, c'était une question d'honneur. Et puis il ajoute quelque chose qui résume parfaitement la perception iranienne de l'issue du conflit. Les États-Unis ont déclenché une guerre mauvaise et ils l'ont perdue. Ils n'ont rien gagné. Au lieu de renforcer leur position, ils l'ont affaiblie. Et concernant les demandes américaines sur le détroit d'Ormuz, le professeur Marandi révèle quelque chose d'extraordinaire. Washington voulait que l'Iran partage le contrôle du détroit d'Ormuz avec les États-Unis. Sans même mentionner dans cette demande le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, tous les pays du Golfe qui bordent ces eaux. Sans même mentionner Oman, qui partage physiquement les rives du détroit avec l'Iran. La réponse iranienne a été simple et cinglante. Ce n'est pas le golfe du Mexique. Qui êtes-vous pour nous demander de partager quoi que ce soit? Voilà où on en est. L'administration, qui a déchiré l'accord Obama comme étant trop faible, se retrouve à négocier une position nettement moins favorable que celle qu'Obama avait obtenue. L'Iran, du statut de puissance vaincue que Trump imaginait, est en train de dicter des conditions. Et le détail le plus révélateur de tout, selon les données commerciales de suivi maritime, un pétrolier sanctionné par le Trésor américain, le Rich Starry, se dirigeait vers la Chine en passant directement devant le dispositif naval américain. Pas de manœuvre d'évitement, signal allumé. Direction Chine, avec du brut iranien à bord. Ce n'est pas du défi, c'est du mépris. Maintenant, il y a une autre dimension de cette histoire que nous devons analyser. Les pourparlers parallèles avec le Liban. Le 14 avril, le département d'État américain publiait un communiqué après une réunion trilatérale entre les États-Unis, Israël et le gouvernement libanais à la Maison-Blanche. Le communiqué décrivait cela comme une étape historique. Il précisait que Washington avait réitéré son soutien au droit d'Israël à se défendre, que des négociations pourraient débloquer une aide à la reconstruction du Liban, qu'Israël avait poussé pour le désarmement de tous les groupes non étatiques et le démantèlement de leurs infrastructures, et que toutes les parties avaient accepté de lancer des négociations directes à une date ultérieure. À une date ultérieure, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu d'accord, pas de cessez-le-feu, pas de solution concrète. Juste une promesse de négocier plus tard que des officiels libanais eux-mêmes ont immédiatement qualifié de symbolique. Comme l'a déclaré un responsable libanais au Washington Post. Qu'est-ce que le Liban a à offrir sur une table de négociation? Rien. Donald Trump a répété 8 fois en 70 jours que l'Iran veut désespérément un accord. Le professeur Marandi, qui était dans la salle avec la délégation iranienne, raconte une toute autre histoire. Il dit que les Américains ont présenté un plan de paix en 15 points que l'Iran a rejeté, que l'Iran a ensuite présenté son propre plan en 10 points, que les Américains ont accepté ce plan en 10 points comme cadre des négociations, que c'est donc l'Iran qui a défini l'architecture de la discussion. En diplomatie, celui qui pose le cadre de la négociation est celui qui contrôle la négociation. Si les affirmations du professeur Marandi sont exactes, et elles que le mérite d'être prises au sérieux compte tenu de sa présence directe dans les discussions, alors l'Iran n'a pas désespérément cherché un accord. L'Iran a laissé les États-Unis s'épuiser, puis a offert ses conditions. Ce n'est pas une victoire. C'est un recul stratégique camouflé en triomphe. Alors, où allons-nous à partir d'ici? Les négociations vont probablement reprendre. Elles reprendront parce que ni Washington ni Téhéran ne veut une escalade totale. Les deux parties ont des raisons économiques et politiques de vouloir une sortie de crise. Mais la dynamique de ces négociations a été fondamentalement transformée par ce qui s'est passé
dans le détroit d'Ormuz ces derniers jours. L'Iran entre dans tout futur round de négociations, avec la preuve documentée que les États-Unis ne peuvent pas faire respecter leur propre blocus, avec la preuve que le CENTCOM publie des déclarations de victoire que les données publiques contredisent immédiatement, avec la preuve que le porte-avions le plus puissant du monde fait le tour de l'Afrique pour éviter ses proxys. Et Trump entre dans ces mêmes négociations avec une position qu'il ne peut pas définir clairement. Ni capitulation totale, ni victoire militaire décisive, ni maintien du statu quo hante. Une position flottante, définie au jour le jour par des appels téléphoniques à des journalistes amis et des déclarations contradictoires à des conférences politiques. Voilà la réalité que les données, les experts indépendants et les données maritimes commerciales nous révèlent. Pas la réalité de CENTCOM, pas la réalité de la Maison-Blanche, pas la réalité des chaînes de télévision qui relayent les déclarations officielles sans les vérifier. La réalité des faits, la réalité des chiffres, la réalité de ce qui se passe réellement dans le détroit d'Ormuz au moment où vous regardez cette vidéo. Sur WN Decrypt, nous continuerons à suivre cette situation de près, à décortiquer les communications officielles, à confronter les déclarations aux données disponibles et à vous donner les outils pour comprendre ce qui se passe vraiment derrière le rideau de la propagande. Si vous n'êtes pas encore abonné à WN Decrypt, faites-le maintenant, parce que cette histoire est loin d'être terminée. Les négociations vont évoluer, la situation maritime va évoluer, les positions des parties vont évoluer. Et nous serons là pour analyser chaque développement avec le même niveau de rigueur et de détail que vous venez de voir. Activez la cloche de notification pour être alerté dès notre prochaine analyse. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense que les États-Unis ont gagné la guerre contre l'Iran. Montrez-lui les données, montrez-lui les chiffres, montrez-lui le trajet du George H.W. Bush autour de l'Afrique. Parce que les faits ne mentent pas. La propagande, si. À très bientôt sur WN Decrypt.